Une voix grave, lente, un peu tremblante, comme si quelqu'un ouvrait la serrure du réel. Il existe des endroits qui se souviennent quand le monde oublie. Des plis du temps où les aiguilles s'effacent, où la mesure des heures se liquéfie et où la mémoire des vivants devient paysage. Là-bas, dans un coin oublié du temps, deux silhouettes avancent. Elles ne devraient pas être là. Personne ne devrait être là. Dejo et Apolline marchent côte à côte, mais la distance entre leurs ombres est une mer. Leurs pas n'ont pas d'écho, le sol semble absorber le bruit comme si même la pierre retenait son souffle. L'air porte un goût de vieux papier et d'écume froide, une senteur qui sait à la fois la bibliothèque et l'océan profond. Ils portent sur eux des choses invisibles, des livres que museaux n'ont pas le droit d'ouvrir, des remords recousus à l'intérieur du vêtement, des promesses dont le fil s'effiloche. Dejo reste inchangé que dans le livre battement des ombres éveillées, mais son esprit vacille. Son visage a l'immobilité d'une phrase écrite à l'encre noire, ses yeux, eux, se délitent en miettes d'encre. Il parle rarement. Quand il parle, les mots viennent fragmentés, comme des pages déchirées qu'on recolle à la hâte. Sa voix ne raconte pas, elle égrène. Dejo, la porte, je l'ai vue, pas comme on voit, comme on sent une cicatrice, elle respire. Tu entends? Non, alors c'est bien. Apolline recherche toujours la vérité, mais son cœur vacille. Elle porte la curiosité comme une arme trop belle pour être maniée, et la certitude comme une blessure mal soignée. Sa parole aussi se brise, mais elle hésite, questionne, revenant souvent sur le même mot, comme pour l'extraire plus propre de sa gorge. Son ton est pensif, chaque syllabe pèse une décision. Apolline, la vérité, toujours, mais j'ai peur que ma main ne sache plus la trouver. Si la porte ouvre des choses qu'on cache, alors quoi? Que reste-t-il à chercher? Ils approchent de la porte comme on approcherait d'un animal sacré, respectueux, méfiant, les doigts tremblants. Cette porte, la porte dont les villageois murmurent au coin du feu sans jamais s'en approcher, est faite d'un bois qui ressemble à des ondes noires, striées de veines luminescentes comme si, au lieu de croître au soleil, l'arbre avait grandi dans la nuit. Du métal ancien cerne l'encadrement, du fer mais pas tout à fait, un alliage qui semble avoir retenu le chant d'un autre monde. Le métal pulse, lentement, comme un cœur opiniâtre qui aurait refusé l'arrêt. La rumeur dit qu'elle ne s'ouvre qu'une seule fois dans une existence, à ceux capables d'affronter ce qu'ils refusent d'admettre. Les mots sont simples, mais leur portée est comme une pluie acide sur une photographie, elle efface les images de ce qu'on croyait savoir. Le monde derrière eux retient son souffle. Les horloges qui bordent le chemin, instruments incapables désormais de marquer un temps qui aurait du sens, se figent dans des positions absurdes, les aiguilles pointent vers le sol, vers le ciel, se superposent, se replient. Les chiffres sur leur cadran se dissolvent en lettres qui échappent à toute langue. C'est un lieu où la ponctuation des secondes et des minutes n'a plus sa raison. Il pose la main sur la porte. Le bois respire. Le métal pulse. Le contact est comme une lettre enflammée, brûlure douce, chaleur familière et étrangère à la fois. Dejo ferme les yeux. Quand il parle, ses phrases se morcellent, mais quelque chose, derrière les fragments, pousse comme une racine. Dejo, j'ai lu, je sais le livre, mais le livre n'est pas la porte, le livre c'est l'ombre qui frappe, la porte, c'est l'ombre qui ouvre. Apolline écoute. Ses mains, posées sur la bordure, sentent des vibrations qui n'appartiennent pas aux cordes du monde. Elle veut comprendre, déplier la vérité comme on déplie une carte. Son souffle est une question qui se promène au creux de son cou. Apolline, si elle n'ouvre qu'une fois, pourquoi nous, pourquoi nos mains, que avons-nous de moins, de plus, de cassé, que les autres? La porte semble sourire, ou bien c'est la lumière qui joue, dans ce coin du temps, les expressions se prêtent au monde. Puis, comme si une tension cachée atteignait sa limite, la porte s'écarte. Ce n'est pas un mouvement grandiose, pas un coup, pas un ébranlement. C'est un froissement, une respiration allégée, un soupir long. Et l'univers, juste au-delà du battant, se tord. Quand la porte s'écarte, les règles tombent. Les valeurs se retournent. Ce que Dejo et Apolline pensaient immutablement solide se liquéfie, se réarrange, devient autre. Le courage n'a plus la même définition, la peur non plus. Dans cet endroit, les mots abandonnent leurs étiquettes, héroïsme peut sentir la trahison,
peur peut s'habiller en libération. Les évidences se déshabillent pour montrer le vide qui les soutenait. Un couloir s'étire, mais il n'obéit pas à la géométrie connue. Il serpente, se tord, puis se redresse en une cascade de pierres qui coule vers le ciel. De part et d'autre, des portes, des fenêtres, des escaliers suspendus s'emboîtent en labyrinthe qui n'existe que par la volonté d'être regardé. On dirait un palais fait de souvenirs oubliés, un bestiaire d'émotions capitales. Les murs sont tapissés de parchemins vivants, des phrases y poussent comme des mousses, puis tombent en pluie de cendres qui sentent l'encre fraîche. Apolline, les mots, ils font mal, ils bougent. Déjo, ils chantent, ils mordent, ils demandent. Le cœur du lieu est une chambre sans centre où flotte une table. Sur la table, un seul objet, un miroir qui ne renvoie pas l'image mais la vérité. Il est poli comme une mer calme et aussi froid qu'un mensonge parfait. À côté du miroir, un couteau au reflet d'obsidienne, pas pour couper à travers la chair, mais pour trancher ce qu'on appelle sur. Sur une chaise, un manuscrit fermé qui porte le titre d'un nom qu'ils connaissent trop bien. Le manuscrit tremble, comme si une écriture venait de s'échapper et était encore en train de trouver sa place. Les lois de cet endroit sont simples et terrifiantes, ici, la vérité devient une arme, et le mensonge, une clé. Une phrase vraie peut ouvrir une cage, une phrase fausse peut débloquer une porte. L'usage de ces armes n'est pas sans conséquence, la vérité infligée sans détour laisse des cicatrices, le mensonge accommodant vole une part d'âme. Ceux qui entrent doivent choisir, balancer la vérité comme une épée ou apprivoiser le mensonge pour franchir les verrous ardus. Apolline regarde le miroir. Son visage y apparaît, mais c'est moins un reflet qu'un accord brisé, la version d'elle-même qui a fait des choix différents, qui a dit oui quand elle avait dit non. Des fragments de possibles flottent autour du miroir comme des papillons d'encre. L'envie de les saisir l'oppresse. Apolline, si je dis la vérité, si je regarde, si je touche, est-ce que je me perds, ou est-ce que je deviens plus vrai? Déjo penche la tête. Ses mains jouent avec les lanières d'un vieux carnet. Il sait lire les choses que les autres prennent pour des silences. Son ton se fait encore plus fragmenté, comme si chaque syllabe devait franchir un frein. Déjo, la vérité, elle frappe, elle casse, mais parfois, c'est la seule chose qui recolle. Une porte s'ouvre au fond, et une voix, ancienne et neuve, chuchote des noms. Ils entendent des répliques de leurs propres souvenirs, échos qui viennent d'eux mais qui ne leur appartiennent pas tout à fait. Les noms s'enroulent autour d'eux comme des lianes. Apparaît alors une première figure, un enfant qui fut une promesse et qui n'a pas grandi, tenant dans ses mains une montre sans aiguille. Ses yeux brillent d'une lumière qui n'a pas d'âge. Il sourit sans dents et dit, d'une voix qui est la combinaison de 1000 promesses brisées. Enfant, vous n'avez aucune idée de l'endroit où vous mettez les pieds, mais vous l'avez fait, c'est déjà un choix. Les murs se rapprochent, puis s'éloignent, les couleurs se mélangent, bleu en écaille, rouge en bruine, vert en rumeur. Les repères s'effondrent, et pourtant un fil se tend entre les deux personnages. Ce fil n'est pas visible, mais chaque fois que l'un doute, l'autre frissonne. Ils avancent ensemble, attirés par une force qui n'est pas seulement la curiosité. Ils sont attirés par ce qu'ils refusent depuis longtemps d'avouer, Déjo, le secret qui se cache sous ses claires expressions, Apolline, la faiblesse qu'elle nomme sans la nommer. Ils rencontrent un couloir de portes chuchotantes. Chaque porte murmure une promesse à l'oreille, ici, tu te pardonnes, ici, tu oublies, ici, tu dois dire la vérité. Devant l'une d'elles, un petit panneau, révélation, entrée payante. Le prix n'est pas en monnaie, il est en mémoire. Apolline frissonne. Elle sent sa main devenir une pierre, lourde de choix. Apolline, je n'aime pas payer, mais je ne veux pas rester dans la fumée des mots. Déjo, on n'aime jamais payer, mais parfois c'est le seul moyen d'ouvrir. Ils ne savent pas combien de temps dure cette traversée. Les heures, si l'on ose encore employer ce mot, s'étirent et raccourcissent, le long du couloir qui se recourt sur lui-même. Parfois, ils rencontrent des tableaux, scènes de leur passé qui rejouent les variations possibles d'une décision. Déjo voit un moment, une table, une porte fermée, où il a choisi de ne pas frapper. Apolline voit une lettre qu'elle n'a jamais envoyée, un mot égaré au seuil d'un amour qui n'a pas su trouver sa forme. Dans chaque tableau, une mirada, une entaille, une vérité possible.
ainsi s'achève la première marche. Ils n'ont pas encore choisi la vérité, ni utilisé le mensonge comme clé, mais ils savent que la porte qui vient de s'ouvrir n'était pas simplement un passage. C'était une convocation. Quelque chose a été réveillé. L'air a changé de goût. Une promesse ancienne, scellée dans l'ombre du monde, s'invite à nouveau dans la voix des vivants. La voix qui faisait les premières phrases se retire, mais elle reste, comme une empreinte. Elle sait, mieux que la vraie épreuve n'est pas l'ouverture d'une porte mais la reconnaissance de ce que l'on y laisse. Dejo et Apolline avancent, pas forcément vers la lumière, mais vers une vérité qui peut être belle ou monstrueuse. Ils marchent, et le monde se tord autour d'eux. Chaque geste, chaque mot, chaque silence a désormais une conséquence qui claque comme une horloge sans aiguille. La porte, dehors, se referme sur un souffle calme. À l'intérieur, le reflet du miroir sourit, impatient. Le couteau d'obsidienne attend la main qui saura l'utiliser. Dejo, allons ou restons, les deux sont possibles. Apolline, je choisis d'avancer pour la vérité ou pour ce que je crois être la vérité. Ils franchissent le seuil d'un pas silencieux. Le couloir avale leur silhouette. Les horloges du dehors reprennent un tic qui n'appartient qu'à eux. Le monde, cependant, garde un secret, le mensonge, tout comme la clé, peut être beau. Et la vérité, quand elle est brandie, forge des épées incomparables et des ruines nouvelles. Les géants de l'oubli. Ils avaient franchi le seuil où les mots se délitaient et trouvaient, au centre d'un palais de souvenirs, un miroir qui rendait la vérité plutôt qu'une image. Un enfant à la montre sans aiguille leur avait dit qu'ils n'avaient aucune idée où ils mettaient les pieds, et moins encore qu'ils avaient déjà fait un choix. Dans cet espace temporel instable, chaque pas réécrit leur passé. Chaque battement de cœur redessinait leur avenir. Des forces anciennes s'éveillaient. Des idées oubliées devenaient des géants. Des concepts prenaient chair. Et observaient. Ils l'avaient senti d'abord comme une vibration, faible, puis comme une basse continue qui venait de dessous la pierre. Les murs, tapissés de parchemins qui respiraient comme des poumons, se mirent à frissonner et à se détendre. Des phrases arrachées aux vies mortes se rassemblaient en essaims noirs avant de prendre forme, silhouettes colossales, hautes de voix anciennes, habillées de titres et d'adjectifs. Une créature se tenait droite, composée de lettres brisées qui cliquetaient comme une armure, sur sa poitrine, en relief, on lisait « regret ». À côté, un autre être tenait un manteau de poussière d'idées, orné du mot « pardon » en lettres qui luisaient comme des coquilles d'huîtres. Il marchait sans bruit, sauf pour les pensées qui cassaient l'air. Dejo et Apolline reculèrent, mais le retour n'existait plus comme option. Le couloir les avait avalés, les géants de l'oubli formaient une allée. Le miroir se tenait derrière eux, silencieux, comme un juge qui n'interrompait jamais. La table attendait encore, le couteau d'obsidienne posait une ombre nette, le manuscrit palpitait d'un titre qu'ils connaissaient. Toute la pièce semblait renvoyer leur hésitation. Apolline posa sa main sur sa poitrine, comme pour retenir une mémoire en désordre. Elle regardait les géants, et dans son regard se lisait ce même questionnement lourd qu'elle prononçait à voix haute depuis qu'ils avaient mis la main sur la porte. Apolline, si on doit payer, qu'est-ce qu'on donne, quelle mémoire ? Dejo toucha la lame d'obsidienne sans la saisir, comme pour tester si la matière acceptait ses doigts. Il parlait en miettes, ses phrases cassées par une prudence ancienne. Dejo, on donne ce qui tient, ce qui fait que l'on croit qu'on est. Un des géants baissa sa tête, sa bouche forma un mot ancien, mais la langue de la pièce le transforma, il dit « marcher ». Sa voix était comme des pierres qui roulaient. Le petit garçon à la montre sans aiguille réapparut entre deux colonnes, ses pas faisant résonner un sablier invisible. Sa montre pendait, sans mouvement, mais ses yeux brillaient d'un éclat immémorial. Il tendit la main, comme pour offrir une bille de verre. Enfant, chaque porte réclame un tribut, certaines prennent une image, d'autres prennent un nom. Ici, la révélation veut un souvenir. Apolline sentit ses phalanges se crisper. Elle revit la lettre qu'elle n'avait jamais envoyée, l'encre floue, le pli jamais rompu, et l'odeur de papier qui s'accrochait à ses doigts. Le motif revenait, chaque promesse qu'elle n'avait pas tenue, chaque mot gagné et jamais donné était un poids. Le panneau « Révélation », entrée payante, s'éclaira faiblement comme une enseigne fatiguée.
Dejo regarda Apolline, longtemps, comme on scrute une affirmation pour y déceler une faille. Sa voix, quand elle vint, fut plus hachée encore. Dejo, je ne veux pas perdre le, peut-être que j'ai déjà perdu, plus que tu ne crois. Il ne dit pas ce qu'il avait perdu. C'était une phrase qui restait collée au fond de sa gorge, comme un papier humecté d'encre. Apolline lut dans son silence un appel, un aveu caché avant même que les mots fussent prononcés. Elle se demanda si la mémoire réclamée pouvait être partagée, morcelée. Les géants encadraient désormais la table, leurs regards, faits de paragraphes et de ponctuations, pèsent sur eux. Regret racla sa voix et proposa un marché sans sourire. Regret, donnez ce que vous n'osez plus nommer, et la porte devant vous prendra le prix en souvenir, vous pourrez passer, mais le trajet laissera une lacune. Apolline inspira, elle allait parler quand un parchemin tombé des murs se plia et s'agita comme un oiseau blessé. Il alla se poser sur le manuscrit, qui vibra. Le titre qu'il connaissait, le nom qui les liait, était visible maintenant, non pas comme une étiquette mais comme une blessure ouverte, une ligne de lettres qui pulsait et saignait un léger encre noire. Le manuscrit remua à nouveau, pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés, une page s'ouvrit. Des mots coulèrent, silencieux, ce n'étaient pas des phrases, mais des images de choix, la table où Dejo avait choisi de ne pas frapper, la lettre qu'Apolline avait laissée sur un bureau, le visage d'un enfant qui aurait pu exister s'ils avaient dit autre chose. Les images n'étaient pas pour leurs yeux seulement, elles cherchaient une voix, une signature. Elles demandaient qui elles étaient. Apolline se pencha et toucha la page. Le contact fit soupirer la salle. Son souvenir de la lettre, le pli, la signature manquante, s'illumina. La dépense demandée n'était plus abstraite, la porte voulait qu'elle efface cette lettre de sa mémoire, qu'elle lisse la trace jusqu'à ce que la parole soit perdue. En échange, l'une des portes du palais s'ouvrirait, révélant une chambre où l'on disait se trouver une clé, une phrase capable d'ouvrir d'autres vérités. Apolline, si j'efface, est-ce que je ne dérobe pas quelque chose à moi? Regret souffla, le souffle fit tomber des lettres sur le sol. Regret, tu ne voles rien, tu transfères, le souvenir ira ailleurs, il ne mourra pas, il se perdra dans l'oubli. Dejo observa ses mains, puis la lame. Ses doigts se refermèrent autour d'une lanière du carnet. Il avait sa propre offre, un fragment de linguistique, une capacité qu'il avait, lire les silences où les autres lisaient des mots. C'était un don maladroit et précieux, il pouvait reconnaître quand une phrase cachait un oubli. Offrir cela, c'était offrir son aptitude à comprendre les non-dits, c'était en partie s'amoindrir. Dejo, je peux donner ce talent, je le rends muet. Apolline leva les yeux, étonnée. Le prix semblait grand. Dejo parlait peu mais l'intention était claire, il proposerait quelque chose de lui pour alléger le tribut d'Apolline ou pour payer à sa place. Enfant, on ne paie pas seulement avec cela qu'on garde en mémoire, on paie aussi avec ce qu'on est prêt à ne plus être. Un murmure parcourut les géants. Pardon inclina la tête, comme pour accueillir une offrande. Apolline sentit la décision peser, garder la lettre comme un talisman de ce qui l'avait empêché d'être, l'effacer pour ouvrir une chambre promise. Elle pensa à la lettre non envoyée, et à l'homme, ou à la femme, ou à l'idée qui n'avait jamais appris son nom parce qu'elle ne l'avait pas signé. Le cœur d'Apolline, déjà vacillant, menaçait de se rompre en deux. Apolline prit la main de Dejo. Le contact, fragile, fut comme un fil de soie qui se tendait. Apolline, si je perds, est-ce que tu viendras me raconter ce que j'ai oublié? Dejo sourit faiblement, un sourire qui n'était pas un mot mais une promesse stressée. Dejo, je garderai le son de ce que tu perds, même si je deviens muet. Ils conclurent un marché muet, Dejo offrirait son don, et Apolline sa lettre. La transaction fut faite non par un notaire mais par la pièce elle-même, la lame d'obsidienne s'illumina d'un fil de lumière qui glissa entre les doigts d'Apolline, arrachant le souvenir. La douleur fut sèche, comme un coup de vent qui replie une page, puis un vide, timide, se forma là où la lettre avait habité. Elle ne sentit pas la perte comme une brûlure, mais comme une absence nette, une couleur qui s'enlevait. Autour d'eux, les géants remuèrent. Les pages vivantes des murs exhalèrent une fumée d'encre. Le manuscrit se referma un instant, puis une porte au fond du couloir s'ouvrit en grinçant,
révélant une salle où l'on voyait une clé faite de mots, un mot forgé, tremblant, prêt à être prononcé. Le miroir, quant à lui, reflétait désormais non leur visage mais un espace vide, comme si une part de leur histoire avait été déposée ailleurs. Le prix payé, une nouvelle épreuve se dessina. Une silhouette surgit de l'ombre, formée non de lettres mais de gestes, bras qui offraient, mains qui fermaient. Les géants chuchotèrent un nom que ni Dejo ni Apolline ne reconnurent tout à fait, pourtant, le nom fit vibrer quelque chose en eux comme une corde trop tendue. Enfants, nous avons ouvert la première chambre, mais chaque ouverture attire, les géants veillent, ils apprennent, ils arrivent. La pièce, qui jusque-là avait semblé être un test, devint un vestibule. Les géants se retirèrent peu à peu, non par abandon mais par curiosité. Un grand silence commença à s'installer, lourd, plein de promesses dangereuses. Ils avaient l'avancée d'un pas, le manuscrit gardait son nom, le couteau brillait, la montre de l'enfant était toujours sans mouvement. Mais quelque chose d'autre était venu à leur rencontre, l'idée qu'ils n'étaient plus seulement candidats à une révélation, ils étaient désormais acteurs d'un théâtre que des forces plus vastes regardaient, affamés. Dejo sentit son offre se consumer en lui, un sens qui s'évaporait en échange d'un passage. Apolline sentit le vide laissé par la lettre comme une fenêtre ouverte sur une autre chambre. Ils n'avaient pas encore utilisé la phrase qu'ouvrirait la clé, ni touché le miroir pour voir ce que leur avait pris le sacrifice. Mais ils savaient maintenant que payer la mémoire ne les rendait ni plus sages ni plus coupables, cela changeait la nature du parcours. Et au-delà de la porte ouverte, des ombres grandissaient, d'idées qui avaient soif de noms et de récits à dévorer. Ils se tinrent l'un l'autre, au centre de cette intersection entreoffrant des prises. Les géants murmuraient toujours, mais leur voix était devenue un fond, semblable au bruit d'une mer lointaine. Le couloir s'avançait vers eux, plus profond, plus étroit, et une autre porte était déjà dessinée à l'horizon des pages. Dejo, alors on marche? Apolline, nous marchons, pour la vérité, ou pour le mot qui fera d'elle un pont. Ils avancèrent, laissant derrière eux la salle qui s'était close comme une bouche après avoir dit son secret. Les géants les observèrent un instant encore, puis retournèrent à leur position, comme des bibliothécaires patientant pour la suite. Le carnet de Dejo balançait contre sa hanche, la lame d'obsidienne brillait d'un éclat complice. Leurs ombres se glissèrent entre les fenêtres suspendues, et la suite de l'épreuve se porta devant eux, affamée d'histoire. L'étreinte du temps inachevé. Dans le couloir suspendu entre les secondes et les siècles, Dejo et Apolline avançaient encore, les yeux brûlés par un silence trop grand pour être humain, tandis que le palais des souvenirs se tordait autour d'eux comme un écho de leur sacrifice passé. Après avoir offert des fragments d'eux-mêmes aux géants de l'oubli, ils se retrouvaient face à une présence inattendue, un être qui semblait défier les lois qu'ils venaient de payer cher. Bouddha s'était installé dans l'espace comme si l'univers avait retenu son souffle pour l'accueillir, sa forme simple et stable déformant la gravité autour d'eux. Il les observait sans jugement, ses yeux reflétant les ombres mouvantes des parchemins vivants sur les murs, et Dejo sentit une vague de malaise traverser son esprit fragmenté, car il percevait dans ce silence une omission qu'il ne pouvait plus déchiffrer depuis la perte de son don. Apolline, le cœur vacillant sous le vide laissé par la lettre effacée, retenait sa respiration, ses pensées s'enroulant en spirale pensive autour de cette figure énigmatique qui semblait incarner le temps qu'ils avaient fui toute leur vie. Sa voix tomba comme une goutte d'eau dans un lac immobile, la patience n'est pas l'attente. C'est la maîtrise du temps sans le posséder. Les mots glissèrent dans l'air, porteurs d'une vérité qui picotait la peau comme les cicatrices infligées par les lois de ce lieu. Dejo, dont la voix s'était toujours brisée en éclats mystérieux, tenta de répondre, mais ses lèvres ne formèrent qu'un murmure inachevé. Temps. Volé. Fragment. Il fixait Bouddha, cherchant dans cette présence une clé pour reconstituer ce qu'il avait perdu, car le don qu'il avait offert aux géants, sa capacité à lire les silences, le laissait maintenant muet face au non-dit. Apolline, en revanche, laissa échapper un souffle tremblant, ses mots fragmentés et pensifs se dévidant comme un fil usé. Nous courons. Sans fin. Et pourtant, le vide grandit. Elle se rappelait vaguement la lettre qu'elle avait sacrifiée, un écho fantôme qui la poussait à interroger cette rencontre, se demandant si Bouddha pouvait révéler la destination de cette mémoire envolée. Le spatio-temporel se plia autour d'eux, les murs du couloir s'étirant en courbes impossibles,
comme si les horloges figées du palais buvaient les paroles de Bouddha. Il leva simplement une main, et l'air se chargea d'une lumière mémoire, évoquant les tableaux de leur passé rejoué plus tôt, le moment où Dejo n'avait pas frappé, la lettre qu'Apolline n'avait jamais envoyée. Vous avez toujours cru manquer de temps, continua-t-il, sa voix un fil d'acier dans le chaos, vous n'aviez juste jamais appris à l'écouter. Autour d'eux, les géants de l'oubli, regret et pardon semblaient observer de l'ombre, leurs formes de lettres et de phrases se crispant légèrement, comme si cette leçon les alimentait. Dejo sentit une tension dans sa poitrine, une peur que son sacrifice ne soit pas définitif, que le don consumé puisse renaître dans ce dialogue, mais il n'osa pas l'exprimer, son esprit s'effritant en pensées brisées. Apolline s'avança d'un pas, son ton pensif se muant en une interrogation fragmentée, si le temps n'est pas à posséder. Alors que reste-t-il ? Bouddha ne répondit pas directement, au lieu de cela, il fit un geste subtil, et une brume s'éleva du sol, révélant des éclats de mots flottants, des échos de la clé faite de mots qu'ils avaient aperçus dans la chambre précédente. Ces fragments, tissés de vérité et de mensonges, dansaient comme des spectres, effleurant Dejo qui tenta de les attraper, ses mains tremblantes cherchant un sens dans leur danse. Le temps enseigne, murmura Bouddha, mais il exige un équilibre. Apolline, touchée par ces mots, sentit le vide en elle s'agiter, comme si la mémoire effacée de sa lettre cherchait à ressurgir, un fil invisible reliant cette rencontre aux menaces futures des géants. Le couloir sembla se contracter, les parchemins vivants murmurant des secrets inaudibles, et Dejo, dans son style mystérieux et fragmenté, murmura « Équilibre. Brisé. Réparé ?» Bouddha se contenta de sourire, une expression qui plia l'espace autour d'eux, faisant vibrer la montre sans aiguille de l'enfant observateur guide, toujours immobile au loin. Apolline, pensive, se tourna vers Dejo, ses yeux reflétant le miroir vide qu'ils avaient laissé derrière, se demandant si cette maîtrise du temps pouvait guérir leur perte. La présence de Bouddha s'estompa lentement, comme un rêve s'effilochant aux aurores, laissant dans son sillage une odeur de temps ancien et une lumière mémoire qui imprégnait l'air. Alors qu'ils reprenaient leur marche, le palais des souvenirs murmurait des promesses inachevées, et les géants de l'oubli se retirèrent un peu plus dans l'ombre, attendant leur prochain marché. Dejo et Apolline, marqués par cette rencontre, sentirent que le chemin s'ouvrait vers de nouvelles révélations, mais le silence entre eux restait chargé, un tribut non encore payé. L'offrande du temps. Ils avaient quitté la chambre des révélations avec une porte ouverte qui menait à une clé de mots, et la lumière mémoire avait laissé un goût d'absence dans la bouche d'Apolline, ils avaient rencontré Bouddha, et ces fragments de mots avaient effleuré Dejo sans se laisser saisir. Dans l'espace où les lois se dissolvaient, chaque pas de Dejo et d'Apolline déplaçait plus que le sol, il déplaçait un battement, un tic nuancé, une virgule du monde. Les murs, encore tapissés de parchemins vivants, semblaient respirer en rythme avec eux, parfois les lettres se détachaient pour flotter comme des papillons de cire, puis se retiraient, timides. La clarté qui naquit entre deux pas n'était pas une lumière ordinaire, c'était un souvenir qui retrouvait la forme. Il monta derrière eux, douce et implacable, et prit la silhouette humaine au moment même où ils comprirent qu'il n'y aurait pas d'avertissement. Jésus apparut sans bruit. Il n'entra pas, il se posa, son corps était comme une pose tenue par un souffle, et le temps autour de lui se courba en écoute. Il portait la simplicité des visages qui n'ont jamais appris à mentir au monde. Autour de lui, la gravité se calmait, les parchemins cessèrent de mouvoir leurs lettres, comme si même les mots souhaitaient l'entendre parler. Dejo sentit le monde se recoudre à l'instant même où Jésus parla. Il sentit, avec une panique contenue qu'il n'arrivait plus à désassembler, la peur d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable, son don, la promesse de garder le son. Sa voix, quand il parla, resta en miettes, comme si les phrases sortaient d'un tiroir qui n'avait plus toutes ses lettres. Il parle comme on met des mains sur une horloge, dit Dejo, le rythme de sa parole irrégulier. Comme on dit aux aiguilles de rester. Apolline, qui avait encore le vide chaud de la lettre effacée sous la peau, pressa sa paume contre sa poitrine. Le trou n'était pas seulement mémoire manquante, c'était une absence qui cherchait son mot, et qui se cognait au bord d'un cœur qui voulait savoir. Sa voix s'éparpilla, mais elle chercha la vérité dans cet éparpillement. Il dit « L'amour peut donner autant son poids » murmura-t-elle. Mais alors, si l'amour donne la forme,
que devient la lettre que j'ai perdue? Jésus les regarda sans juger, comme si leur peur et leur courage n'étaient que des branches qui tombaient dans un lac et faisaient toutes deux des cercles légitimes. Sa voix vint comme une offrande posée sur le bord d'un verre. Le temps n'est pas une contrainte, dit-il. C'est une offrande. Un espace créé pour que l'amour puisse respirer et prendre racine. Vous ne passez pas une porte, vous passez en vous. La phrase simple pénétra Dejo comme une lumière qui murmure la vérité derrière une douleur. Il sentit, pour un bref instant, son don consumé ouvrir une serrure que sa peur ne lui avait jamais montrée. Il ne pouvait plus lire les silences comme avant, mais peut-être y avait-il d'autres manières d'écouter. Il tourna la tête vers la brume qui restait de la leçon de Bouddha, les éclats de mots, encore suspendus, frémirent au contact de la voix de Jésus. Ils se rapprochèrent et commencèrent à s'assembler, pas en phrases complètes, mais en fragments qui cherchaient leur place. Apolline toucha l'air comme pour attraper la lettre qui lui avait été arrachée. Au creux de ses doigts, elle n'eut qu'un souffle. Et pourtant, au foyer du souffle, une note, un son sans nom, sembla se loger. Dejo sentit ce son comme s'il lui avait été confié sans le voir. Il ne sut si c'était son écoute qui s'était miraculeusement rallumée, ou si Jésus avait déposé là une petite clé pour ceux qui avaient payé en mémoire. Vous avez toujours cru manquer de temps, dit Jésus, les yeux posés sur leur duo comme sur deux pages qui hésitaient à se refermer. Vous n'aviez juste jamais appris à l'écouter. La montre sans aiguille de l'enfant vibra alors, une vibration légère comme une ampoule qui respire. Les aiguilles restèrent immobiles, mais le cadran chuchota un bruit que personne n'avait encore réussi à nommer. L'enfant, toujours proche sans être imposant, leva les yeux. Il ne sourit pas, il observa. Sa montre avait réagi à la présence de Jésus comme si le temps, pour un instant, avait reconnu un parent. Jésus étira une main. De la paume s'éleva une lumière mémoire, fine comme un fil de cuivre, et une brume qui sentait l'encens ancien et la pluie de septembre. Les éclats de mots, poussés par cette main, commencèrent à se déplacer plus résolus. Ils se rapprochèrent du manuscrit dont le titre continuait de clignoter dans l'ombre du sac qu'Apolline portait. Le titre, le nom qu'il connaissait, resta pour l'instant muet. Jésus ne le prononça pas, mais ses doigts effleurèrent le parchemin comme on caresse un animal blessé. Les mémoires sont des voyageurs, dit-il doucement. Quand on les arrachera, elles ne meurent pas, elles prennent le chemin des phrases inachevées. Certains lieux les conservent. D'autres les oublient pour mieux les garder. Apolline fit un pas, cherchant à poser une question plus précise, une main sur le manuscrit comme si, par contact, elle pourrait forcer la réponse. Où vont-elles, alors? Ma lettre. Mais Jésus leva lentement son index, et Apolline sentit qu'il ne répondrait pas comme on attend une carte. Ces mots furent une clé sans serrure, ils ouvrirent une autre porte. Pas un lieu seul, dit-il. Un entre-deux. Le grenier des ratures existe peut-être, et peut-être non. Il existe sous la forme qu'on lui donne. Certaines mémoires se rassemblent pour former des phrases qui deviennent maison. D'autres se déplacent en éclats et attendent qu'on les nomme une seconde fois. La réponse était à la fois moins et plus que ce qu'elle voulait. Elle ne nommait pas la chambre précise où reposait sa lettre, mais cela signifiait qu'elle n'était pas irrémédiablement perdue. La lettre était devenue un fragment, et un fragment peut se recoller si on lui donne un fil. Dejo, en entendant cela, sentit la promesse qu'il avait faite à Apolline, de garder le son de sa lettre, reposer sur une nouvelle possibilité. Son don, consumé, ne lui permettait plus de lire les silences comme avant, mais il y avait d'autres musiques. Il tendit la main sans savoir pourquoi, et un éclat de mots vint se poser contre sa paume comme un papillon de plomb. Il ne pouvait plus déchiffrer l'omission totale qui le hantait, mais il put percevoir une tonalité, la consonance d'un regret, la rime d'un pardon. Ce n'était pas la pleine lettre, ce n'était pas le son entier, mais c'était assez pour commencer à tenir la promesse qu'il avait faite avec sa voix brisée. Apolline sentit le vide qui la creusait frissonner. Quelque chose en elle, que la lame d'obsidienne avait arrachée, chercha une route de retour. Il n'était pas question d'une résurrection propre et nette, mais d'un tissage possible. Jésus regarda les deux compagnons, et cette fois son ton fut plus concret, comme s'il leur donnait une instruction. Écoutez autrement. Tenez le son comme on tient une mèche de lumière. Vous ne la ranimerez pas en la serrant, vous l'orienterez.
Le temps attend qu'on lui offre un lieu pour que l'amour y pousse. Cherchez ce lieu ensemble. Les géants de l'oubli, regret et pardon, observaient depuis l'ombre. Ils n'intervinrent pas, leurs formes de lettres se détendirent d'un doigt, puis se rétractèrent, curieuses mais prudentes. La présence de Jésus calmait pardon, qui se laissa couler dans des courbes plus douces, regret, plus anguleux, ne s'abandonna pas si facilement. Il restait des forces à la périphérie, surveillantes. Leur retrait ne signifiait pas amitié, il signifiait juste que leur colère n'était pas la seule voix dans la salle. Quand Jésus se leva pour partir, il laissa sur eux une évidence moins forte qu'une certitude mais plus durable qu'un conseil, il devait l'avancer. Continuez, dit-il d'un ton qui ne nécessitait aucun écho. L'amour saura attendre, et le temps saura vous reconnaître. Puis il se retira comme la lumière se retire, sans précipitation, sans claquement. Le monde reprit ses inflexions premières, les lettres recommencèrent leur ballet, et la brume d'où était sortie les éclats resta un peu plus dense, comme si elle avait gardé des mots en plus. La montre de l'enfant cessa de vibrer, mais le silence autour d'elle n'était plus tout à fait muet, un aiguillage infime s'était produit, une note suspendue dans l'air. Apolline serra le manuscrit contre elle. Le titre clignota une dernière fois, puis demeura calme. Elle regarda Dejo, et les deux eurent la sensation qu'un fil invisible venait de recoudre ce qui était ouvert en eux, une couture fragile, pas une cicatrice. Ils avaient reçu quelque chose, une permission, ou une direction. Le son qu'Apolline avait demandé à Dejo de garder n'était pas revenu tout entier, mais il s'était inscrit comme une empreinte sur l'air. Dejo sut, avec une certitude nouvelle et tremblante, qu'il pourrait tenir la promesse d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, non pas comme un don miraculeux lu dans les silences, mais comme une attention nouvelle aux petites résonances que le temps laissait. Les questions du palais restèrent, nombreuses. Où exactement la lettre attendait-elle, au grenier des ratures ou ailleurs? La clé faite de mots assemblerait-elle des portes réelles, ou seulement des portes pour l'âme? Le manuscrit garda son titre, immobile, sonnette cachée. Les géants rôdaient. Le couteau d'obsidienne, rangé dans l'ombre, semblait moins vorace, il n'était pas apaisé pour autant. La montre de l'enfant gardait un tic discret, prêt à vibrer à nouveau. Le miroir était toujours vide, mais le vide paraissait moins accusateur qu'avant. Ils reprirent la route, plus lentement, portant la leçon de Jésus comme on porte un livre fragile. Dejo pensa par intermittence à l'omission qu'il ne parvenait plus à déchiffrer, une peur resta, sourde et persistante. Apolline sentit la lettre comme un espace non comblé mais désormais entouré de routes potentielles. Ensemble, ils marchèrent sur le fil que le temps venait de leur tendre, une promesse fragile que l'amour pouvait être ce qui donnait au temps sa direction, et que le temps, en retour, finirait peut-être par reconnaître ce qu'ils avaient perdu. Le poids qui s'en va. Ils s'étaient arrêtés dans le couloir où le temps flottait comme une fumée. Une silhouette barbue était apparue sans bruit, lourde et calme, et leur avait parlé de l'espoir comme on nomme une chose fragile. La voix de l'homme sortit comme un vieux feu qui respirait. L'espoir n'est pas une victoire. L'espoir, c'est accepter que le temps passe. S'y soumettre sans se briser. Trouver la paix dans ce qu'on ne contrôle pas. Il les regarda sans visage visible, comme s'ils sondaient ce qui restait de leurs promesses et de leur manque. Si ton espoir te ronge, il ment. S'il t'apaise, il te guide. Apprenez à espérer pour marcher, pas pour fuir. Le temps fera le reste. Puis il disparut. Pas un souffle. Juste la sensation qu'un poids avait quitté leur poitrine. Après cela, le couloir retomba dans son étrange immobilité, les parchemins vivants frémirent à peine, quelques lettres s'échappèrent en papillons de cire et retombèrent, inoffensives. Mais rien n'était tout à fait comme avant, Dejo sentit une résonance sous sa peau, comme si la voix avait tissé un intervalle dans l'air qu'il pouvait désormais écouter. Apolline sentit, au creux de sa main, le petit son sans nom qui lui avait été donné, comme s'il avait grandi et cherchait à sortir. Dejo respirait court. Son discours avait perdu des pièces, il parlait en fragments qui, malgré tout, cherchaient un rythme. Il parlait. Comme si les mots se cassaient, tombaient, se rejoignaient. Sa main serra le carnet qu'il portait contre sa poitrine. Les tonalités, ces infimes résonances qu'il n'avait pas avant,
vibrait à la rencontre de la voix et lui donnait des ombres de compréhension. Une syllabe, un battement, une intonation, des clés minuscules. Il tenta de les suivre, comme on suit une promesse faite en rêve. Apolline resta plus droite, mais ses yeux étaient pleins de questions. Son ton était pensif, brisé en phrases interrompues par des silences qu'elle écoutait comme des réponses. Il a dit « Acceptez que le temps passe ». Elle posa la paume sur le manuscrit, comme pour vérifier que le titre, là, sous ses doigts, respirait encore. Le papier sous sa main semblait plus chaud, comme un battement lointain. Le titre clignotait faiblement, une seule lettre faisant une étincelle plus vive, un R qui persistait un instant, puis sombrait en ombre. Apolline ne prononça pas le mot, elle n'en avait pas besoin, la lettre résonna en elle comme une direction. Dejo sentit l'éclat posé dans sa paume se tendre, comme un insecte de plomb qui attendait une parole pour battre des ailes. Il rapprocha sa main du manuscrit et les tonalités se mirent à répondre à la lettre. La correspondance n'était pas un langage clair mais un tissage, la note du R dans le papier, l'intervalle le long de ses doigts, la mémoire effacée d'Apolline comme un trou qui respirait. Il pensa au grenier des ratures dont Jésus avait parlé, un entre-deux où les mémoires vagabondes s'entassaient en couches mal rédigées. La lettre R qui avait clignoté était peut-être un appel, une trace. La montre de l'enfant vibre doucement contre la lisière du couloir, un tic qui n'avançait jamais mais qui répondait aux présences. Cette fois, après la voix de l'homme, elle émit un son plus net, comme un battement concordant avec la respiration du vieux feu. L'enfant observa sans bouger, ses yeux vastes et immobiles. Le tic s'arrêta, reprit, hésita, et resta en attente, prêt. L'enfant ne parla pas, il n'avait pas besoin de mots. Sa montre, elle, avait entendu quelque chose qui exigeait de rester prête. Un parchemin se détacha du mur et glissa entre eux. C'était une feuille étroite, d'une écriture fine et interrompue, comme si la plume avait écouté la phrase avant de la coucher. On y lisait, par fragments, « Point ne pas partir sans dire, point ton nom qui brûle », puis la plume s'était arrêtée, enfoncée dans une rature. Apolline regarda le papier comme si elle regardait le bord d'un puits où son ancienne lettre aurait pu tomber. Un souffle traversa la feuille, le petit son sans nom se colla contre elle et résonna. Ce n'était pas la lettre entière qu'on lui rendait, mais un éclat, une image, une virgule, une pointe d'affection jamais envoyée. Son cœur se contracta et relâcha. Elle ne recouvrait pas la mémoire effacée, mais quelque chose s'en approchait, une manière de la tenir, de la reconstruire à partir d'un fragment. Dejo posa sa main sur l'éclat, les tonalités qu'il percevait tissèrent une petite mélodie qui rendit le fragment plus solide, plus lisible. Il ne pouvait pas lire les silences comme avant, mais ces accords, 3, 4 pulsations, leur donnèrent un sens approximatif. C'était. Tu voulais dire quelque chose comme. Il s'interrompit, buta contre l'absence. Apolline acheva pour lui, lentement, point pardonner. Peut-être. Ou demander pardon. Ses yeux cherchèrent les siens, cherchant des assurances que ni l'un ni l'autre n'osait prononcer encore. Les géants de l'oubli étaient plus rapprochés maintenant. Regret se tenait dans l'ombre d'un pli de corridor, anguleux, comme si chaque arête pouvait griffer un souvenir renaissant. Pardon, plus rond, avait reculé, laissant entrevoir une ouverture, il semblait moins menaçant, presque curieux. Dès que la feuille eut paru et que le son sans nom et la mélodie de Dejo se mêlèrent, Pardon s'adoucit encore, laissant glisser un mot délié, un sulcus de lumière, qui posa sur le fragment une chaleur simple. Regret, lui, plissa sa forme, refusa la consolation. Il sentait que chaque restitution le diminuait, pourtant il demeurait fasciné. Le couple des géants n'était ni allié ni ennemi, ils pesaient, et leur attention pesait sur le couloir. Apolline, tenant le manuscrit contre sa poitrine, sentit une poussée d'espoir qui ne fuyait pas mais marchait. Elle répéta comme pour s'assurer de sa trajectoire, espérer. Pour marcher, pas pour fuir. Les mots du barbu avaient pris cher. Elle pensa à la lettre qu'elle avait payée en effaçant, où était-elle allée? La réponse ne fut pas nette, mais une image vint, pièces empilées dans un grenier sombre, feuilles raturées qui cherchaient un nom. Le grenier des ratures ne s'était pas présenté comme un lieu précis mais comme une poussière d'espoirs interdits, une réserve où les phrases non dites pouvaient, peut-être, se recomposer si on savait écouter autrement.
Ils marchèrent encore, et chaque pas faisait se détacher une lettre comme une goutte. Dejo apprit à tendre l'oreille, à suivre la gamme que la voix avait laissée. Cela ne rendait pas son don intact, mais lui donnait une pratique neuve, capter la cadence des silences et en tirer des silhouettes de sens. Quand il effleura le bord du manuscrit, la lettre R vibra de nouveau, plus longtemps. Ce simple tremblement révéla, à la marge, une autre lettre, un petit E, presque effacé, qui ne formait pas encore de mots mais qui glissait vers un voisin potentiel. Il n'avait toujours pas la clé faite de mots, mais les fragments semblaient se rapprocher, comme des promeneurs convergeant vers une place commune. Apolline humecta ses lèvres, elle parla comme on compose une phrase à partir d'os. Peut-être que la lettre que j'ai effacée n'est pas morte. Elle est chez les ratures. Elle attend qu'on accepte de lui donner un pas. Sa voix brisée était pensive, et pour la première fois depuis leur entrée, elle sourit d'une façon presque apaisée. L'espoir ici n'était pas une victoire, il était une paire de chaussures que l'on lasse pour avancer. La silhouette barbue n'était pas revenue, mais sa voix avait laissé une route de cendres. Quelque chose d'humain et d'ancien avait planté une règle, espérer ne devait pas être un gilet de fuite. La résonance de cette règle se propagea comme une onde lente. Le couteau d'obsidienne, qui avait été moins vorace depuis la caresse de Jésus, resta tranquille, rejeté dans l'ombre d'une alcôve. Le miroir, vide mais moins accusateur, refléta la courbure de leurs épaules comme un geste d'indulgence. Avant de s'éloigner, Dejo prit la feuille détachée et l'attacha au carnet avec une épingle fragile. Il écrivit, par fragments, en laissant des blancs, un mot, marcher. Puis il traça des formes musicales, des signes pour lui rappeler comment entendre les intervalles. Apolline posa le manuscrit à côté et murmura le petit son sans nom. Cela ne reconstitua pas la lettre entière, mais la chaleur autour d'elle changea, il y eut un relief, comme si un tiroir, quelque part, s'était entrouvert. Au moment où ils se remirent en route, la montre de l'enfant fit un bruit qui ressemblait à un rire minuscule. Regret se détourna, une ligne d'ombre sur le seuil, et Pardon sembla sourire. Le courant d'air porta une lettre, la lettre R, qui heurta la paume d'Apolline et roula sur le couloir comme un caillou. Elle la ramassa et la rangea dans le manuscrit entre deux pages, comme une graine. Il n'avait pas trouvé la clé faite de mots, ni le nom complet inscrit sur le manuscrit, ni rendu la lettre entière, mais une direction s'était dessinée. Les voix anciennes leur avaient enseigné une marche, écouter autrement, accepter le passage du temps, transformer l'espoir en pas. Le grenier des ratures restait proche comme une possibilité, un néant qui pourrait être comblé si l'on accordait assez de patience et d'attention. Dejo et Apolline poursuivirent leur chemin, la fumée du temps effleurant leur visage. Ils étaient plus légers d'un poids qu'ils n'avaient su nommer, et pourtant plus chargés d'une tâche, retenir les fragments, donner des pas à l'espoir, et aller chercher dans le grenier, peut-être, les phrases qui souhaitaient revenir. Les parchemins laissèrent choir encore quelques lettres, Dejo en prit la mesure en silence, tandis qu'Apolline colmata doucement la blessure que la mémoire avait laissée dans son cœur. Le couloir n'offrait pas de réponse définitive, seulement des pas. Ils marchèrent. L'écho des mémoires oubliées. Dans les méandres du couloir suspendu où le temps flottait comme une brume capricieuse, Dejo et Apolline avançaient, encore ébranlés par les rencontres précédentes avec les figures spectrales et les fragments de vérités arrachées. Les parchemins vivants continuaient de laisser choir des lettres éphémères, tandis que les résonances sous la peau de Dejo et le son sans nom près de la main d'Apolline pulsaient plus fort, comme si le palais entier conspirait à les guider vers un nouveau seuil. Une voix familière, déjà entendue dans l'écho de leur mémoire, frappa leurs oreilles comme un murmure venu des âges. Elle s'élevait d'abord comme un souffle lointain, un fil ténu qui se tissait à travers le couloir instable, où les murs ondulaient sous l'effet des horloges figées. Dejo, le premier à percevoir cette intrusion, sentit une résonance aiguë vibrer sous sa peau, un intervalle sonore qui rappelait les tonalités qu'il avait captées plus tôt. Son esprit vacilla, fragmenté par cette sensation, et il murmura d'une voix brisée, mystérieuse, voix. Écho. Déjà là. Dans l'ombre. Apolline, le cœur battant au rythme de ce son inattendu, porta une main à sa poitrine, où le son sans nom semblait s'amplifier, comme un écho de sa propre quête de vérité. Elle se tourna vers Dejo, ses yeux scrutant l'obscurité fluctuante,
et répondit dans un souffle pensif, fragmenté, cette voix. Comme un retour. Pourquoi maintenant? Elle appelle. Des palans approchèrent, résonnant sur le sol qui se courbait sous leur poids, défiant la gravité altérée par les lois du palais. La silhouette émergea de la brume d'éclats de mots, une forme barbue et calme, enveloppée d'une aura qui évoquait la sagesse antique. Socrate apparut, son visage ridé et serein contrastant avec l'angoisse ambiante, ses yeux perçants comme des puits de connaissances inépuisables. Il se tenait là, immobile au milieu du couloir, sa présence atténuant légèrement la voracité du couteau d'obsidienne rangé dans la poche de Déjo et faisant trembler le miroir vide un peu plus loin. « Voici que vous avancez dans ce labyrinthe de souvenirs volés, dit Socrate d'une voix profonde, comme un vieux feu crépitant dans la nuit. La vérité ne se cache jamais, elle attend seulement d'être invitée, de se révéler dans la lumière de ceux qui osent la contempler. Tout finit par se manifester, car ce palais est tissé des fils de ce que vous avez fui, et il faudra apprendre à savourer chaque fragment de savoir une fois qu'il aura été offert. » Déjo, captivé par ces mots, sentit les tonalités sous sa peau répondre en une mélodie discordante, comme si les silences qu'il avait autrefois lus se reformaient en une cadence nouvelle. Il porta une main à son carnet, où la feuille épinglée avec « marcher » et les signes musicaux pulsaient faiblement, et il murmura, sa voix se brisant en éclats, « savoir. Fragment. Il danse. » Comme les lettres envolées. Les géants de l'oubli, regret et pardon, semblaient observer de loin, leurs formes anguleuses se fondant dans les ombres. Pardon déposa une chaleur fugace sur le manuscrit que tenait Apolline, tandis que regret se raidit, méfiant, comme si les paroles de Socrate menaçaient d'exposer un secret enfoui. Apolline, quant à elle, ressentit le son sans nom près de sa main s'intensifier, un murmure qui évoquait la lettre effacée, ce fragment de « point ne pas partir sans dire » qu'elle avait glissé dans le manuscrit. Elle fixa Socrate, son ton pensif se fragmentant en hésitation, « vérité. Elle attend. Mais mon vide brûle encore. Comment savourer? Quand le passé mort? » La présence de Socrate calmait l'air autour d'eux, courbant légèrement le temps comme Jésus l'avait fait auparavant, et les éclats de mots dans la brume commencèrent à s'assembler en forme plus nette, un temps peut-être à la clé faite de mots qui leur échappaient encore. Socrate s'avança d'un pas mesuré, sa barbe frôlant l'air chargé de parchemin. « L'espoir que vous portez n'est pas une fin, mais un chemin, poursuivit-il, sa voix enveloppant le couloir comme une cape protectrice. Dans ce grenier des ratures, où les mémoires errent entre l'oubli et la renaissance, vous devez écouter autrement, comme je l'ai enseigné autrefois. La lettre que vous avez effacée, Apolline, n'est pas perdue, elle est un écho attendant d'être réclamé. Et toi, Déjo, ton don consumé n'est qu'une porte fermée, non verrouillée pour toujours, les résonances que tu perçois sont les clés vers un nouveau silence. » Autour d'eux, la montre sans aiguille de l'enfant vibra brièvement, émettant un tic hésitant qui rappelait son rire précédent, comme si elle répondait à cette sagesse. Déjo griffonna rapidement dans son carnet, traçant des signes musicaux pour capturer les intervalles sonores que les paroles de Socrate éveillaient, tandis qu'Apolline serrait le manuscrit contre elle, la lettre air clignotante s'illuminant d'un éclat fugace. Les géants s'agitèrent dans l'ombre, pardon s'adoucit davantage, déposant une lueur sur le fragment épinglé, mais regret resserra son étreinte, un rappel que toute révélation avait un prix. Comme Socrate disparaissait aussi silencieusement qu'il était apparu, emportant avec lui une partie de la tension ambiante, Déjo et Apolline restèrent figés, leur cœur alourdi par ces nouvelles couches de mystère. Les parchemins continuaient de tomber, et les résonances persistantes sous la peau de Déjo et le son près de la main d'Apolline les poussaient en avant, vers un chemin où la vérité, une fois savourée, pourrait enfin assembler les fragments épars.